Parler de l'un de ses films préférés, c'est jamais facile. Ouais, donc spoiler, il n'y a aucun suspense sur ce que je pense du film. Donc parler de l'un de ses films préférés, c'est jamais facile. Enfin si, c'est facile dans le sens où je pourrais en parler des heures. Mais Le Roi Lion est tellement important pour moi, de par le nombre de fois que je l'ai vu, ou de par le fait qu'il est sûrement resté mon film préféré pendant toute mon enfance, que pour la première fois, face à un cinépop Disney, je ressens une certaine pression, celle de vouloir faire une vidéo à la hauteur. Et je le dis déjà, comme ça c'est fait, si la vidéo vous plaît, partagez-la, commentez, likez, ça me fera un plaisir dingue parce que c'est sans doute, pour moi, la vidéo la plus importante de la chaîne. Enfin bon, tout le monde s'en fout de mes états d'âme, on est là pour le film, alors on y va. Bon, quand faut y aller... Non, avant ça. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour la première fois, je peux pas vous parler de livres, de contes ou de légendes, parce que Le Roi Lion, et ça a même été l'un des arguments marketing à l'époque, c'est le premier classique Disney 100% original. Ouais, c'est un peu discutable, mais on en parlera après. L'idée serait apparue lors d'un voyage en Europe, pour la promotion d'Oliver et compagnie, venant surtout de Jeffrey Katzenberg. Ah ben ça fait longtemps qu'on n'avait plus parlé de lui. Enfin après, Katzenberg, il a pas eu une idée incroyable non plus, il s'est juste dit, les gars, si on faisait un film en Afrique? Bah, ok Jeff. Les premières idées étaient un peu différentes, avec une guerre entre les lions et les babouins, Scar en chef des babouins, Timon et Pumba en ami d'enfance de Simba, et Rafiki en guépard. Ouais, ça a un peu changé. Et dans l'histoire du Roi Lion, dans sa production, il y a un truc qui m'a toujours fait marrer avec le recul qu'on en a aujourd'hui, c'est que personne voulait bosser dessus, ou presque. Au début des années 90, le studio avait deux projets. L'un revenant sur une héroïne amérindienne, une grande fresque pleine de romantisme et contant une part de l'histoire de l'Amérique. Et l'autre, un truc avec des lions qui parlent. Et la majorité des animateurs ont préféré aller bosser sur Pocahontas évidemment. C'est un projet qui leur parlait beaucoup plus, c'était plus en phase avec ce qui avait fonctionné récemment pour le studio, et puis comme je vous l'avais déjà dit, beaucoup chez Disney en avaient marre des films avec des animaux qui parlent. Donc ceux qui se sont retrouvés sous Le Roi Lion, c'était soit ceux qui aimaient vraiment dessiner des bêtes, comme Andreas Deja, à qui on devait avant ça Gaston ou Jafar, qui s'occupera encore une fois du méchant, soit des débutants qui n'avaient pas vraiment le choix. Du coup, un peu comme sur La Petite Sirène, ils avaient quelque chose à prouver. Ils étaient sur le projet le moins ambitieux, le moins important pour la compagnie, ils n'avaient donc pas grand chose à perdre, et ils ont tout donné. Et le futur leur donnera raison, puisqu'encore aujourd'hui, Le Roi Lion, c'est le film 2D en animation qui a le mieux fonctionné de l'histoire. Très très loin devant le deuxième qui est même pas un Disney, les Simpsons. Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps que ça. Je parlerai de certains détails pendant le film, mais ça y est, on se replonge dans nos souvenirs d'enfance. À toi les bohèmes. Je peux malheureusement pas laisser beaucoup plus parce que sinon Disney va striker la vidéo, mais rien qu'avec ces quelques secondes, je suis sûr que beaucoup ont la chair de poule et la nostalgie qui monte. Cette intro, c'est peut-être la meilleure intro de l'histoire du cinéma, ou en tout cas, elle est dans la discussion, avec celle d'Inglourious Basterds, du Soldat Ryan, du Dark Knight, d'Halloween, du Parrain, ou si on veut rester dans l'animation, mais partir sur un mood totalement différent, de là-haut. Et on parlera de l'un de ces films à la fin du mois, pour Halloween. Ouais. Gros suspense. On va profiter de cette ouverture culte pour parler un petit peu de l'un des points forts du film, sa musique. Le score est l'œuvre de Hans Zimmer, et côté chanson, on retrouve le parolier Tim Rice et Elton John à la composition. Et avant de proposer ça à Elton John, Rice avait pensé à un groupe avec qui il avait déjà travaillé avant. Ah bah. Ouais, je crois que le film n'aurait pas été le même. On peut dire sans trop se mouiller que c'est la plus grande bande originale faite pour un classique Disney. Et je parle pas que des chansons. Parce qu'évidemment, que l'histoire de la vie, Soyez prêts, Je voudrais déjà être roi ou L'amour brille sous les étoiles sont cultes. Bien sûr que Hakuna Matata est encore l'une des chansons Disney les plus connues aujourd'hui, même si elle est insupportable à la longue. Faut être honnête, on l'a beaucoup trop entendue et j'imagine même pas ce que ça devait être pour les parents à l'époque. Donc vraiment, maman, je suis désolé. Mais ce que j'aime le plus, je pense, avec le temps, c'est le travail de Zimmer, accompagnant chaque scène, parfois discrètement, parfois avec une force dingue, utilisant son talent pour mettre l'emphase sur les ressentis de ses personnages, puisant dans son passé pour parler du deuil de Simba, puisqu'il a lui aussi perdu son père assez jeune. Et cette sincérité se ressent, nous met à la place de son héros, même si on ne sera jamais un lion qui parle à son père dans les nuages. Et j'ai cité rapidement un nom avant de commencer, celui de Lebo M, que vous ne connaissez peut-être pas. Et pourtant, il est tout aussi important ici que Elton John ou Tim Rice, puisque c'est par exemple lui qui a écrit et qui chante cette fameuse ouverture en zoulou, dans ce qui est, d'après la légende, la première et seule prise qu'il ait faite chez Hans Zimmer, juste à temps
avant que les producteurs n'arrivent pour écouter l'intro. Bon après, on croit Hans, on croit pas Hans, c'est vous qui voyez, mais ce qui est sûr, c'est que le résultat il est incroyable. Il s'occupera aussi de diriger les chœurs qu'on entend à plusieurs moments du film, et il bossera encore avec Disney, puisqu'il collaborera sur les suites du Roi Lion, sur Dinosaure ou sur Atlantide. Bref, ça me semblait important de mentionner les bohèmes qu'on oublie beaucoup trop souvent quand on parle de la musique du Roi Lion. Mais d'ailleurs, cette intro, vous vous êtes pas demandé ce que ça voulait dire? Ce chant puissant, ça doit raconter des choses puissantes, non? À la base, oui, les paroles étaient politiques, claires et même violentes. Disney trouvait ça super, et puis ils ont vu la traduction. Du coup, il a fallu faire quelques modifications, et dans le produit final, la chanson peut se traduire par « Oh, un lion arrive, père, oui, c'est un lion ». Ouais, beaucoup moins politique. Bon, on continue? Tous les animaux se réunissent pour accueillir le nouveau petit prince, baptisé puis présenté au monde, et à Dieu aussi apparemment, par Rafiki, sorte de prêtre ou grand sage du règne animal. La musique se termine, et... c'est aussi simple qu'efficace, on a rencontré le roi, sa femme et le petit prince, Zazu et Rafiki. Les images sont magnifiques, la musique est mémorable, et après 4 minutes 30, on sait qu'on est déjà potentiellement devant quelque chose de très grand. Scar, le frère du roi, n'était pas là pour la présentation de Simba, voyant ses chances d'accéder au trône baisser significativement maintenant que le roi, Mufasa, a un héritier. Enfin, en même temps, les lions, ça dort, ça mange et ça baise. Donc il y a un moment où il y a un petit qui allait arriver, enfin c'est pas une surprise non plus, Scar. Bon, le Scar, il fait même pas semblant de ne pas être le méchant de l'histoire, commençant par torturer une souris, puis presque gober Zazu et menacer son frère. Il n'y aura pas énormément de vraies confrontations entre les deux puisqu'ils ne se croiseront plus avant la scène des gnous, mais la dynamique est claire, avec le petit frère, plus frêle mais plus malin, jaloux et prêt à tout pour arriver à ses fins. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez de la chance. Enfin, pas vraiment, puisque Disney a annoncé qu'ils allaient faire un préquel à leur remake live-action qui se concentrera sur la jeunesse de Mufasa. Ouais. Bon, petite ellipse, et Simba est maintenant un lionceau curieux et plein d'énergie. Le genre qui réveille ses parents à 6h du mat, le week-end pour aller mater le lever de soleil. Et vu qu'il a la haine de cette levée si tôt, Mufasa décide de raconter des trucs beaucoup trop compliqués pour un gosse. Le devoir d'un monarque va au-delà de sa volonté d'agir. Non, c'est vrai? J'adore parce qu'il répond « Non, c'est vrai », alors qu'en fait dans sa tête ça doit être comme ça. Et il raconte aussi pas mal de conneries. Quand nous mourrons, nos corps se transforment en herbe, et l'antilope mange l'herbe. Ouais, franchement, pas sûr que les antilopes voient ça de la même façon quand t'es en train de bouffer leur gamin. Ok, t'as mangé Brian, ben moi je vais aller manger tes grands morts, transformés en herbe, tu verras. Ouais, on n'est pas trop sur le même impact. Mais de toute façon, Mufasa, en tant que roi, c'est un peu un connard. Parce que dans son petit discours du matin, il va dire à son fils de ne surtout pas aller là-bas, dans l'ombre. Alors déjà, l'ombre en général, ça se déplace, et si Simba ne se promène que au soleil en plein milieu de l'Afrique, il va se taper une solide insolation, mais surtout, ça montre que la politique du roi est loin d'être juste, puisque dans cette zone vivent les hyènes, enfermées là-bas, comme dans un ghetto, interdites d'entrer sur son territoire, de chasser sa nourriture, condamnées à rester sur des terres arides et pauvres. On pense toujours que c'est Scar qui les a retournés contre Mufasa, mais en fait, il a fait ça tout seul. Et du coup, l'imagerie très Troisième Reich de Soyez prêts n'est pas là pour rien, puisque Scar réunit un peuple appauvri, en colère, et donc facile à manipuler. Et si on imagine que Mufasa a globalement été un enfoiré avec Scar pendant sa jeunesse, il a en fait créé lui-même tous ses ennemis. En tant que roi, il te faut comprendre cet équilibre et respecter toutes les créatures. Sauf les hyènes, elles, c'est des salopes. Alors que Mufasa va justement chasser quelques hyènes qui ont osé pénétrer leur terre, Simba retourne chez lui, se plaindre à son oncle. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que Simba il comprend pas encore le sarcasme. Rusé, Scar laisse échapper que l'endroit que son père ne veut pas qu'il visite est en fait un cimetière d'éléphants, que seuls les plus courageux osent y aller, mais lui fait promettre de ne jamais s'en approcher. Du coup, évidemment, il y va dans la seconde, avec sa meilleure amie, Nala. Vu qu'ils sont accompagnés par Zazu, et qu'il faut s'en débarrasser, Simba chante une chanson où il souhaite que son père décède. Bah oui, je vous apprends rien, il voudrait déjà être roi, et pour qu'il soit roi, il faut que le roi actuel meure. Et en plus, il veut être roi pour des mauvaises raisons. Les mêmes raisons pour lesquelles, en général, les enfants veulent être adultes le plus vite possible. Faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Je veux faire ce qui me plaît. Zazu coincé sous le cul d'un rhino, il file au cimetière, où ils sont accueillis par, quelle surprise, des hyènes. Heureusement pour eux, elles aiment jouer avec leur nourriture, et ça laisse le temps à Mufasa d'arriver,
sauvant tout le monde. Il est très en colère, Je dois parler à mon fils. Il a besoin d'une leçon. leçon qui dure tout de suite 30 secondes, après ça il se marre et recommence à lui raconter des trucs bizarres, à base de roi dans le ciel. Ouais, un truc qui reviendra sûrement jamais dans le film. En vrai je déconne, mais c'est une scène magnifique, avec l'envolée musicale de Zimmer, et le dialogue très touchant entre un père et son fils, qui devient déchirant quand on sait qu'en fait, c'est le dernier beau moment qu'on les verra partager à l'écran. Parce que c'est maintenant que ça devient plus sombre, avec d'abord la meilleure chanson du film, qui est en fait une sorte de « Je voudrais être roi » en plus honnête. Soyez prêts, c'est Scar qui gagne le soutien d'une armée de hyènes, leur promettant de la bouffe à volonté s'il prend le pouvoir, et leur assurant qu'à l'opposé, si Mufasa reste roi, elles mourront de faim, utilisant la peur et l'espoir pour avoir leur faveur. Et c'est très proche de « Je voudrais déjà être roi ». Déjà dans son thème, évidemment, cette volonté de remplacer Mufasa, mais aussi visuellement, avec Scar et Simba qui ont le même genre d'attitude, et terminent leur chanson tout en haut, dominant les animaux qui les entourent. Scar est en fait le genre de roi que Simba aurait pu devenir s'il avait gardé la même mentalité. Allez, sortez les mouchoirs, c'est l'heure. Scar prépare le terrain, disant à Simba que son père a une surprise pour lui, et qu'il doit attendre, là, sur son rocher. Il est tellement confiant qu'il se permet même des jeux de mots. Je vais l'aimer, ma surprise. Bien sûr, à en mourir. Tout le monde sait ce qui se passe ensuite, les hyènes font paniquer les gnous, ils dévalent la pente, il y a ce putain de travelling compensé génial sur Simba, Mufasa vient à son secours, réussit à le mettre à l'abri, il remonte tant bien que mal, longue vie au roi, chute, mort. Jusque là, ok, la scène est parfaite, mais c'est ce qui arrive après qui va le distinguer de toutes les autres morts chez Disney. La différence, c'est qu'ici, on voit le corps, on voit le cadavre de Mufasa, et son fils qui le supplie de se réveiller, renvoyant à leur première scène ensemble. Quand il se rend compte, en même temps que le spectateur, qu'il ne se relèvera pas, il est dévasté. Et l'arrivée de Scar, qui l'accuse et lui met toute la responsabilité, c'est d'une dureté folle, et encore plus pour nous, adultes ou enfants, qui savons très bien que Simba n'est pas coupable. À ce moment précis, Scar devient le personnage de fiction qu'on déteste le plus en tant que gosse. Certains sont meilleurs sur l'ensemble de leur film, mais dans ce passage, c'est de la pure haine qu'on ressent pour Scar. Il dit à Simba, Pars très loin et ne reviens jamais. avant d'envoyer les hyènes finir le travail. Mais comme elles sont nulles, il s'en sort. Perdu au milieu du désert, il est retrouvé par un couple de chômeurs pétomanes qui vont lui apprendre à bouffer des vers et à ne pas se soucier du monde qui l'entoure. En gros, Timon et Pumba, c'est ça, hein. Et même si on peut avoir du mal avec les deux personnages, trouver leurs chansons énervantes ou ne pas aimer les blagues à base de prout, leur force, c'est de ne pas simplement être des comic relief, mais d'avoir un réel intérêt dans le récit. Parce que c'est avec eux que Simba va en fait vivre ce qu'il voulait vivre depuis le début, ce pourquoi il voulait déjà être roi. Une vie sans contrainte, où il fait ce qu'il veut, sans devoir rendre de compte à personne. Le genre de vie qu'il est fréquent de vouloir après avoir vécu un événement traumatique. Genre voir ton père se faire piétiner à mort, je crois qu'on est sur un truc assez traumatique. Mais ça ne pouvait pas durer toute sa vie, même si bon, apparemment il y a quand même quelques années qui sont passées, et la réalité finit par le rattraper, sous la forme de Nala, son ami d'enfance. Ils sont tout d'abord contents de se revoir, puis se rendent compte qu'avec le temps qui a passé, leurs hormones se sont développées, et jouer à se sauter dessus procure des trucs bizarres. Finalement, l'idée qu'avait Zazu qu'il se marie, c'était peut-être pas si con que ça. L'amour brille sous les étoiles, les yeux de biche, tout ça c'est très beau, mais il y a quand même un royaume à sauver. Nala lui rappelle donc son devoir, son destin, mais Simba ne veut rien entendre. Lui, il est bien là à se laisser pousser la crinière et à bouffer des larves avec ses potes. Puis bon, ça il ne le dit pas, mais son père est mort à cause de lui, et donc il est moyennement chaud d'aller confronter tout le monde. Et c'est d'autant plus grave pour lui qu'en fait, inconsciemment, il l'avait souhaité cette mort. Mais Nala n'est pas la seule à essayer de le ramener à la raison. Et heureusement, parce que ça n'avait pas été très efficace, alors qu'il s'apitoie sur son sort, il tombe sur Rafiki, qui apparemment ne vient que pour les baptêmes, puisqu'il ne l'a jamais vu, et il lui parle de son père, lui dit qu'il le connaît, qu'il vit encore en lui. Mufasa apparaît alors dans les nuages, et rappelle à Simba qui il est et ce qu'il doit faire. C'est sans doute parce que Zimmer met énormément de lui-même, de par la perte de son père, que les scènes entre Simba et Mufasa sont les plus belles du film, et les plus intenses musicalement. Parce qu'ici, encore une fois, c'est une masterclass. Dans cette scène, j'ai vu certains se demander pourquoi est-ce que Mufasa ne dit pas à Simba que c'est Scar qui l'a tué. Alors, deux choses. Déjà, c'est une scène assez courte, qui doit l'être pour rester percutante. Ça pouvait pas devenir une grosse scène de dialogue entre les deux du style « Mais enfin Simba mon con, qu'est-ce que tu fous là à bouffer des insectes ?»« Mais papa, c'est bon, un peu gluant, mais appétissant. Arrête tes conneries, une bonne antilope, y a que ça de vrai. T'es un homme ou quoi ? Après on va nous interdire les barbecues, c'est ça ? Quoi ? Alors déjà... Et puis, merde Simba,
Je me suis pas fait buter par mon frère pour que mon fils devienne une gaz... Attends quoi? Buté par qui? Vous avez compris l'idée quoi, la scène aurait perdu beaucoup de sa force. Et puis surtout pour moi c'est pas vraiment une apparition. Non, pour moi tout ça c'est dans la tête de Simba. Parce que comme Rafiki lui dit... Il vit en toi. Et tout ça n'est en fait qu'un dialogue intérieur. Il se rappelle les paroles de son père, il sait que les rois précédents sont là à l'observer, et il se souvient de qui il est et de ce qu'il doit faire. Bien entendu, l'imagerie grandiose rend la scène plus forte, mais pour moi ce n'est que la mise en forme de ce qui se passe dans la tête de Simba, après qu'il ait eu ces deux rappels, par Nala et Rafiki. Rafiki qui en profite pour lui donner une petite leçon très simple. Le passé peut faire mal, oui, mais tu peux soit le fuir, soit en tirer des leçons et avancer. Simba a fui trop longtemps, il est temps d'affronter ce passé. Et c'est là que le nom de Scar prend tout son sens. Alors oui, entre Scar, la cicatrice qu'il porte aussi sur le visage, et Mufasa qui veut littéralement dire roi, on peut se dire que les parents avaient peut-être une petite préférence pour leur premier fils. Mais il y a de grandes chances pour que Scar ne soit en fait qu'un surnom, donné après qu'il se soit fait sa cicatrice à l'œil, et pas son nom de naissance. Mais j'imagine que tout ça sera expliqué dans le live action, centré sur la jeunesse de Mufasa, qu'on attend tous avec une grande impatience. Scar, c'est la cicatrice que Simba doit vaincre. Parce que finalement, une cicatrice, c'est rien d'autre que le souvenir d'une blessure. Et Simba ne pourra pas recommencer à avancer tant que cette blessure sera présente. Disney aime bien parfois jouer avec les noms comme ça, comme dans Lilo et Stitch. Stitch, c'est en fait le point de suture qui vient recoller la famille. Ou comme dans Bambi, où Pampan est là pour lui rappeler le bruit qu'il a entendu juste avant la mort de... Non, peut-être pas en fait. Il retourne donc chez lui, retrouvant une terre presque morte, représentation du règne de son oncle, et confronte Scar, qui commence par lui faire avouer qu'il a tué son père, avant de, comme tout bon méchant, se cramer tout seul une fois qu'il pense avoir gagné. Simba lui fait dire la vérité, c'est la bagarre entre les lions et les hyènes, jusqu'à ce que Scar, s'enfonçant encore plus, tente de retourner tout le monde contre les hyènes, ce qu'elles ne prennent pas super bien. Les méchants meurent dans les flammes, le cycle de la vie reprend son cours normal, l'herbe repousse et les animaux reviennent, sûrement heureux de redevenir de la bouffe pour le roi. Simba et Nala donnent naissance à une suite, et c'est fini. Et autant je peux comprendre qu'il y ait des idées ou des personnages qu'on n'aime pas, autant je pense que Le Roi Lion sera toujours mon Disney préféré. Déjà, comme je l'ai dit, ça a été mon film préféré pendant toute mon enfance. Je le regardais tout le temps, j'ai même eu une série de cassettes audio avec plein d'histoires autour du film, j'ai eu les disques de la musique, bref, j'ai un lien très fort avec Le Roi Lion. Mais même sans ça, je pense que si je le découvrais aujourd'hui, je serais tout autant émerveillé. Mais vu qu'il y a quelques défauts pour certains, on va commencer par là. Bon, on va directement mettre au placard les questions de racisme parce que les hyènes sont doublées par des acteurs issus de minorités. On est devant un film où le grand roi gentil est doublé par James Earl Jones et le méchant par Jeremy Irons. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et puis oui, d'accord, si on prend le film au pied de la lettre, on est devant un pur produit royaliste, où tous les sujets viennent se prosterner devant leur souverain, qui viendra un jour les bouffer. Pour répondre à ça, je dirais que c'est pour moi un peu mis en cause par le film, avec les agissements de Mufasa qui mènent à sa mort, erreur qui sera aussi commise par Simba dans la suite, et puis dans la réalité, ce sont des choses qui arrivent encore en fait. Bon ok, tous les rois et reines ne mangent pas leur sujet, ou alors on n'est pas au courant, mais il y a encore des pays très dévoués à leur famille royale. Regardez en Angleterre, certains ont fait des dizaines d'heures de fil pour aller voir le cercueil de la reine. Alors ouais, perso, ça me choque pas de voir ce qu'on pourrait appeler le petit peuple se réunir pour la naissance du nouveau prince, par exemple. Et il y a un sujet que j'évite un peu depuis le début, c'est la question de l'originalité du film. Vendu comme le premier classique totalement original, il est pourtant assez facile de trouver des exemples d'histoires qui y ressemblent fort, à commencer chez Disney par Bambi. Mais évidemment, ça lorgne très fort vers Shakespeare et son Hamlet, entre autres, directement référencés d'ailleurs, ou vers la Bible et les histoires de Joseph et Moïse. Mais il y a un autre média, un manga et un animé, avec lequel le Roi Lion a quelques petits points communs. Le Roi Léo, vous en avez sûrement déjà entendu parler, et la plupart du temps, j'imagine, en comparaison avec le Roi Lion, disant que Disney a tout copié ou presque. Et quand on prend les images comme ça, sans contexte, ouais, difficile de ne pas voir les similitudes. Et il est assez impensable qu'il n'y ait eu aucune inspiration, surtout que la série animée date des années 60, et devait passer à la télé quand la plupart des animateurs étaient enfants. Matthew Broderick, qui doublait Simba adulte, pensait même que le Roi Lion était en fait une adaptation de l'œuvre, qu'il aimait beaucoup quand il était gosse. Pour autant, ça n'a jamais été assumé par Disney, et de son côté, la compagnie japonaise n'a jamais porté plainte. D'après certains, ce serait parce que, vu que le manga d'origine et son créateur, Osamu Tezuka, avait été grandement inspiré par Disney, c'était vu comme un honneur d'avoir pu contribuer d'une certaine façon au Roi Lion. Enfin ça, je pense que c'est surtout la réponse polie. Parce qu'en vrai, financièrement, s'ils étaient partis en procès,
il se serait fait bouffer par Disney. Du coup, ça dissuade. Et puis, comme l'ont noté des vidéastes qui se sont penchés sur la question en particulier, comme Le Clap ou Your Movie Sucks, au-delà de ces rappels visuels évidents, l'histoire globale n'est pas comparable. Genre, dans l'animé, Kimba communique avec les humains, et il y a des dinosaures, alors oui, il y a des ressemblances, mais ce n'est pas un immense plagiat de A à Z non plus. Mais donc, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de regarder la vidéo de Le Clap, ou du Clap, qui fait bien le tour du sujet, en plus de donner très envie de découvrir le film, sorti lui aussi dans les années 90. Le Roi Lion n'est donc pas le film le plus original du monde, mais il a su aller chercher les inspirations à droite et à gauche, bien les mélanger, et faire un produit final incroyable. Et est-ce que c'est pas ça le plus important ? Puis le Roi Lion comporte aussi des messages forts. Et non, je parle pas d'Hakuna Matata. Parce que c'est bien de vivre sans souci, d'herbe et de paix, mais le film est assez clair, c'est pas une façon de vivre qui peut tenir sur la longueur. À un moment, il faut affronter la réalité, la vie, le passé. Le Roi Lion nous dit, en fait, que oui, dans la vie, il arrive des choses horribles. La mort est inévitable et laisse un grand vide. Mais ce n'est pas en faisant comme si ça n'avait jamais existé qu'on avance. Oui, parfois la vie c'est de la merde. Et il faut faire avec, se bouger, confronter ce qui ne va pas, pour en ressortir grandi. Et quand t'arrives à faire passer un message comme ça dans le même film où t'as un facochère qui pète, je pense que c'est que tu fais quelque chose de bien. Mais d'ailleurs, l'humour ne se résume pas à ça. Perso, il y a plein de moments que je trouve très drôles, comme Ed qui se bouffe la patte, Zazu qui chante, Ah, comme le monde est petit. Non, non, tout ce que tu veux sauf ça. ou ce passage de Rafiki. Tu es le fils de Mufasa. Adieu. Et en vrai, Timon et Pumba, ils sont pas si horribles que ça. Les acteurs ont beaucoup enregistré ensemble, ce qui leur a permis d'improviser, et ça donne une dynamique excellente au duo, qui s'améliore même au fil des films et des séries. Mais est-ce que ce serait pas une transition parfaite pour parler des suites ? Alors oui, mais non, parce que je vais faire mieux que ça. La vidéo ayant déjà dépassé les 20 minutes, j'ai décidé de revenir sur les suites, donc Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu, et Le Roi Lion 3 ou Le Roi Lion 1,5, dans des petites vidéos dédiées. Parce que j'ai pas mal de trucs à dire dessus, et si je me lance dedans, déjà la vidéo va faire 40 minutes et c'est beaucoup trop long, et en plus, elle sera jamais prête à temps. Parce qu'en fait, aujourd'hui, samedi, enfin si vous regardez la vidéo le jour où elle est sortie, je suis parti à Lyon pour couvrir le Festival Lumière pour la chaîne YouTube. Et si j'ai pu le faire, c'est grâce à vous. Et je voulais en profiter pour vous remercier, parce que sans vous et sans la très belle progression de cet été, ça aurait pas été possible. Donc, merci. Je ferai une vidéo récap quand je reviens, je parlerai évidemment de tous les films que j'ai vus là-bas, mais si vous voulez suivre ça en direct, vous pouvez me retrouver sur mes différents réseaux, donc Insta, Twitter, TikTok. Tous les liens sont en description, ou au pire vous cherchez Cinépop, vous me trouverez. J'aurais pu parler du musical aussi, l'un des plus gros succès de Broadway de tous les temps, mais je compte aller le voir un jour, donc on en parlera à ce moment-là. Ça sera plus à propos. On va donc clôturer la vidéo ici, mais ne vous inquiétez pas, on reparlera très vite du Roi Lion avec ses deux suites, et bien sûr le live action. Ouais, celui-là, croyez-moi, je vais pas le louper. Au niveau de la note, vous vous en doutez, on est sur du très haut, avec un 19,5 sur 20, et c'est évidemment le meilleur Disney que j'ai traité en Cinépop depuis le début. Allez, sur ce, moi je file à Lyon. À cause du festival, il n'y aura pas de vidéo le week-end prochain. On se retrouve sur les autres réseaux, ou d'ici la fin du mois sur YouTube, pour la vidéo d'Halloween. Ciao!